Joliba Afternoon News. Hier matin, le programme national de l'initiative Spotlight a tenu une conférence à la Faculté des sciences économiques et de gestion FCEG. Des précisions à suivre dans ce journal. Présentation du nouveau mandat de la MINUSMA et le renforcement du soutien au plan d'action du gouvernement. C'était au cours d'un atelier à Bamako. À l'international, le pape François a déclaré qu'il était très peiné par le meurtre d'un prêtre français par un migrant rwandais déjà sous enquête pour avoir mis le feu à la cathédrale de Nantes l'année dernière. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. 6 enseignants ont été arrêtés dans des affrontements entre les syndicats des enseignants et les forces de l'ordre lundi dernier à Niro du Sahel. Ces enseignants arrêtés sont placés en garde à vue au commissariat de police. Les enseignants grévistes ont essayé d'empêcher les examens d'EPS, mais ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Comme je l'annonçais dans les titres, hier matin, le programme national de l'initiative Spotlight a tenu une conférence à la Faculté des sciences économiques et de gestion FCEG. Objectif, prévenir et répondre aux violences faites aux femmes et aux filles au Mali entre 2018 et 2022. Adama Sanogo pour le compte-rendu. Le programme national de l'initiative Spotlight Prévention et réponse aux violences faites aux femmes et aux filles a pour objectif de protéger les femmes et les filles contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Au Mali, cette année, les chiffres annoncés sur les VBG sont alarmants. Toutes les 2 heures, au moins une femme est victime ou une fille est victime de violences basées sur le genre. Les statistiques démontrent que de janvier 2021 à juin 2021, cette année, 3744 cas ont pu être recensés. Imaginez, sans le Mouniou et le Sabali, tellement de victimes gardent le silence, tellement de parents de victimes gardent le silence. Si toutes les victimes et survivants se mettaient à parler, où en seront ces statistiques? 3744 cas en 6 mois. Ça fait 20 cas au moins par jour et 1 cas au moins toutes les 2 heures. Pour mettre fin à ce fléau, les autorités maliennes se disent engagées. La protection et la promotion de la femme et de la fille restent une démarche constante dans la politique du gouvernement malien depuis les premières heures de l'indépendance. La lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ne saurait donc être considérée comme une mobilisation temporaire pour faire face à une situation conjoncturelle difficile. Elle doit s'inscrire dans la durée et traduire une volonté politique de veiller en permanence au risque de déchirure sociale. Après une conférence animée par 3 conférenciers sur les violences faites aux femmes et aux filles, les étudiants présents affirment avoir tiré beaucoup d'avantages. Là, moi, j'ai beaucoup appris. Tout ce qui est basé sur la violence faite aux femmes et aux filles, là, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement, moi, une fille et une étudiante aussi. À travers ce genre d'initiative, vraiment, on va dégager le mot violence dans notre société, surtout par rapport à l'égard de la femme et aux filles. À rappeler que sur le continent africain, seulement 8 pays, notamment le Mali, le Niger, le Nigeria, le Libéria, bénéficient du programme Spotlight. Toujours dans le cadre de la violence basée sur le genre, une conférence sur les violences faites aux filles a lieu hier dans l'amphithéâtre de l'université de Ségou. L'objectif de cette activité était de sensibiliser la population sur les conséquences de ces violences et de discuter des mesures à prendre pour y mettre un frein. Plusieurs acteurs ont pris part à cet événement, notamment le représentant du gouverneur de la région de Ségou, le maire de la commune de Sébougou, le recteur de l'université de Ségou, le représentant de l'Union européenne et celui de la société civile, entre autres. Cet événement, initié par Spotlight, a été financé par l'Union européenne et a été animé par Madame Koumbaba Traoré, animatrice. L'Algérie veut reprendre l'initiative en matière de lutte contre le terrorisme. Elle organise à partir de ce mardi 10 août et ce pendant 2 jours une conférence sécuritaire au Sahel. Des responsables politiques et sécuritaires des 5 pays subsahariens, à savoir le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso
et la Mauritanie sont invités à cette réunion qui se tient en présence des responsables de la mission onusienne au Mali ainsi que d'une délégation de l'Union africaine. Cette conférence est organisée par le Centre africain des études sur le terrorisme à Alger sous l'égide du ministère des Affaires étrangères. Elle se penchera sur les dossiers des trafics transfrontaliers, du terrorisme et de la migration clandestine. Alors Alger se concentre aujourd'hui sur 2 dossiers, le Mali et la Libye, source d'inquiétude pour les pays de la région. Je l'annonçais également dans les titres, présentation du nouveau mandat de la MINUSMA et le renforcement du soutien au plan d'action du gouvernement. C'était l'objectif d'un atelier présidé par le gouvernement du Mali à l'hôtel Radisson Collection de Bamako. Oumou Makalou, Abdoulaye Koniba Konaté et Moussa Tembine pour le compte-rendu. Cet atelier de présentation intervient au lendemain de l'adoption de la résolution 2584-2021 qui a renouvelé le mandat de la mission des Nations Unies au Mali. Mais nous devons comprendre que la MINUSMA ne définit pas son mandat. Le mandat de la MINUSMA est déterminé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons eu beaucoup de discussions depuis plusieurs années avec le Conseil de sécurité des Nations Unies pour que la mission puisse disposer d'un mandat fort, robuste, qui puisse lui permettre de faire son travail en répondant aux menaces sur le terrain. À la tête d'une importante délégation comprenant les principaux responsables de la MINUSMA, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la MINUSMA, El Gassim Wan, classifie les objectifs de cet atelier. L'objectif poursuivi est triple. D'abord, mieux cerner les synergies existantes entre le plan d'action du gouvernement et le mandat de la MINUSMA. Ces synergies sont nombreuses. Ensuite, clarifier nos attentes respectives pour promouvoir la nécessaire unité de pensée et la responsabilisation mutuelle. Enfin, convenir d'actions spécifiques pendant la période restante de la transition en ayant à l'esprit l'importance que revêt leur synchronisation comme condition essentielle pour leur imprimer l'efficacité attendue. Pour le ministre de la Défense et les anciens combattants, le renouvellement de la mission onusienne au Mali intervient à un moment crucial de l'histoire du pays où il a le plus besoin du soutien des forces internationales qui travaillent d'arrache-pied pour la stabilité et le retour de la paix au Mali. Cet atelier se tient à un moment où notre pays, le Mali, se trouve confronté à la plus grande terrible des épreuves de son histoire contemporaine. Nos forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces internationales sur le terrain, ne ménagent aucun effort pour contenir l'ennemi. Leur bravoure est parfois poussée jusqu'au sacrifice ultime. Par ailleurs, mis à part l'identification des actions spécifiques à entreprendre, cet atelier doit découler de la mise en place des mécanismes de coordination des actions du gouvernement et de la mission onusienne. À présent, le dossier du jour qui nous amène à la découverte du charbon et ses effets néfastes sur la santé. L'utilisation du charbon peut-il réellement impacter sur la vie sanitaire des citoyens? Pour avoir des réponses à cette question, nous avons mené une petite enquête sur le sujet. Les éléments de réponse avec Issa Sissé. Depuis des siècles, le charbon de bois a toujours été utilisé dans notre société. De la vendeuse au marché jusqu'aux femmes au foyer, tout le monde en consomme quotidiennement. Cependant, ce combustible tant sollicité n'est pas sans conséquence sur notre santé. La composition du charbon, même de bois, la principale composition, c'est le monoxyde de carbone. Vous savez que le monoxyde de carbone, c'est la même chose que la cigarette. Et le monoxyde de carbone est cancérigène, surtout au niveau de l'appareil respiratoire haut et l'appareil respiratoire bas. Il y a aussi des hydrocarbures aromatisés. On les appelle des hydrocarbures aromatisés qui sont des constituants. Il y a du benzène qui est aujourd'hui reconnu comme les principaux facteurs cancérigènes au niveau des poumons. Il y a aussi des composés organiques volatiles, j'en passe. Donc tous ces constituants sont dans la fumée que dégage le charbon qu'on utilise.
Cette restauratrice ne peut pas se passer du charbon, mais cela ne l'empêche pas, dit-elle, de prendre ses précautions. Quand j'utilise le charbon pour ma cuisine, je n'aime pas rester trop longtemps à côté. Dès que ça s'allume, je me retire aussitôt. Boire également du lait, c'est bien. Pour cette vendeuse de charbon, impossible d'arrêter ce commerce dont elle dépend financièrement. C'est vraiment difficile pour moi de mettre fin à ce commerce de charbon. Parce que c'est ce qui me permet de vivre, à moins qu'on me propose d'autres choses à faire. Spécialiste des maladies respiratoires, Dr Toloba invite néanmoins les utilisateurs de ces produits à faire preuve de vigilance. Il faut qu'ils utilisent des équipements de protection individuelle. Et ces équipements de protection individuelle, le premier équipement, c'est des masques. Il faut utiliser des masques pour ne pas inhaler des poussières de charbon. Et faire aussi des bilans annuels. Ceux qui savent qu'ils sont exposés au charbon de bois et qu'ils ont des gènes respiratoires, ils peuvent solliciter une structure de santé pour qu'on fasse les diagnostics très tôt. Le charbon fait partie du quotidien des Maliens. Difficile donc de s'en débarrasser, même s'il existe de nos jours d'autres moyens comme le gaz, plus rapides mais très coûteux. L'image du jour à présent consacrée au lac Rose. Le lac Rose, de son vrai nom, lac Retba, est l'un des sites les plus visités du Sénégal. Ce lac salé doit sa renommée à la teinte originale et changeante de son nom, mais aussi au rail Paris-Dakar, dont il constituait l'ultime étape. Le lac Rose est un grand lagon de 3 km² peu profond, entouré de dunes et situé à quelques centaines de mètres de l'océan Atlantique, à 35 km au nord-est de Dakar. Sa couleur rose orangée est due à Dunalila salina, une algue verte halophile, organisme microscopique qui fabrique surtout quand le ciel n'est pas couvert, donc plutôt en période sèche de novembre à juin. L'astaxanthine, un pigment rouge de la famille des carotènes qui lui permet de mieux résister aux forts rayons solaires et à la concentration du sel. La couleur rose est moins visible pendant la saison des pluies, juillet à octobre, car le rayonnement solaire est limité par la couverture nuageuse. Le lac est situé donc sur le territoire du village de Sangalkam. On y distingue 4 sections dénommées Kar, Yalla, Kos, Virage et Daraji. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Fanta Diarra. Des combattants talibans ont saisi des bâtiments gouvernementaux clés de la ville de Kunduz dans le nord-est de l'Afghanistan, laissant les forces gouvernementales s'accrocher au contrôle de l'aéroport et leur propre base, a déclaré un législateur de l'Assemblée provinciale. Des images fournies par les talibans montraient le complexe de la Direction nationale de la sécurité et le siège de la police nationale afghane à Kunduz. Un porte-parole des forces de sécurité afghanes a déclaré que de violents combats se déroulent à Kunduz, alors que les forces de sécurité se battaient pour défendre la ville. Mais un législateur provincial de Kunduz a déclaré que les insurgés avaient pris des bâtiments clés dans la ville de 270 000 habitants, faisant craindre que ce ne soit le dernier à tomber aux mains des talibans. Les talibans ont également pris des bâtiments gouvernementaux dans la capitale provinciale du nord de Sar-i-Poul, chassant des responsables de la ville principale vers une base militaire voisine, a déclaré dimanche Mohamed Nour Rahmani, membre du conseil provincial de la province de Sar-i-Poul. Le gouvernement algérien a déclaré mardi que les incendiaires étaient responsables de dizaines d'incendies de forêt qui ont tué 6 personnes et détruit des maisons à l'est de la capitale. Des panaches de fumée s'y sont échappés de la forêt de la région de Tizi Ouzou. Les habitants ont utilisé des branches d'arbres et projeté de l'eau à partir de conteneurs en plastique pour tenter d'éteindre les flammes. Plusieurs maisons ont été incendiées et des familles s'enfuyaient vers des hôtels et des auberges de jeunesse, ont déclaré des témoins. Le ministre de l'Intérieur Kamel Beldjoud a déclaré qu'une enquête serait ouverte pour identifier les personnes à l'origine des incendies alors qu'il portait le nombre de morts à 6. Les pompiers et l'armée tentaient toujours de contenir les flammes et Beldjoud a déclaré que la priorité était d'éviter plus de victimes. Il s'est engagé à indemniser les personnes concernées.
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le pape François a déclaré qu'il était très peiné par le meurtre d'un prêtre français par un immigrant rwandais déjà sous enquête pour avoir mis le feu à la cathédrale de Nantes l'année dernière. Le père Olivier Maire, 60 ans, chef de l'ordre missionnaire montfrontin à Saint-Laurent-sur-Sèvre, a été retrouvé mort dans une salle de l'abbaye. C'est avec une grande douleur que j'ai appris le meurtre, a déclaré François aux touristes et pèlerins français lors de son audience générale hebdomadaire. Il a exprimé ses condoléances aux membres de l'ordre, à la famille du prêtre et à tous les catholiques français. Je vous assure de ma participation au deuil et de ma proximité spirituelle, a-t-il déclaré. L'homme de 40 ans s'est rendu à la police lundi et a admis avoir tué le chef de la congrégation religieuse où il résidait alors qu'il attendait son procès pour l'incendie de la cathédrale. Le procureur de la Roche-sur-Yon, Yannick Le Gauthier, a déclaré aux journalistes que la police avait retrouvé le corps du père Olivier Maire dans une pièce dont le suspect leur avait remis la clé. Suite à l'incendie de la cathédrale en juillet 2020, le suspect a été maintenu en détention jusqu'à fin mai, avant d'être libéré sous contrôle judiciaire et placé à l'abbaye, a précisé le procureur. Après avoir parlé de vouloir partir, il a été transféré dans un hôpital psychiatrique où il est resté jusqu'en fin juillet. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Yoliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Yoliba TV News. Yoliba Afternoon News.